Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, depuis un certain temps, le débat sur la nécessité et l'opportunité de doter la République de Guinée d'une nouvelle constitution en remplacement de celle du 7 mai 2010 s'est installé dans notre pays. D'une part, ceux qui pensent que la constitution du 7 mai 2010 comporte des lacunes, sauf du fait d'avoir été adoptée par un vote du peuple souverain, doit rester telle qu'elle. Avec eux, certains pensent qu'une révision de certaines dispositions en dehors de celles dites intangibles peut l'adapter au contexte actuel. Et d'autre part, ceux qui pensent qu'il faille remplacer systématiquement la constitution du 7 mai 2010 par une nouvelle constitution, pour régler des lacunes et incohérences qu'elle comporte, la légitimer par le peuple souverain afin de construire des institutions et notre État. En tant que président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale et de l'intérêt général, j'ai décidé de prendre en compte toutes les préoccupations exprimées en confiant au Premier ministre, chef du gouvernement, d'engager une vaste consultation de toutes les couches de la communauté nationale à des fins de recueillir leurs préoccupations et avis sur la question de la Constitution. Des partis politiques, pas tous il est vrai hélas, des organisations de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, les représentants du secteur privé, les élus locaux et les membres des institutions républicaines ont donné leur avis et même indiqué les axes d'amélioration d'une future Constitution pour notre État. Je saisis l'occasion ici pour remercier les uns et les autres pour leur apport très fructueux au débat, les divisions des enjeux d'une nouvelle loi fondamentale pour notre pays. Le rapport dressé par le Premier ministre en a fait un rapport pertinent. Aussi faut-il le noter dans ce contexte, en lieu et place d'un débat d'idées responsables, privilégiant l'intérêt supérieur de la nation, certains acteurs sociopolitiques n'ont pas hésité à menacer la culture sociale de notre pays. Chers compatriotes, au regard du caractère fondamental contradictoire de la position légitimement exprimée et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement, j'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Par ce mécanisme, j'ai engagé le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution en tirant les leçons de notre passé politique et institutionnel et en permettant à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. La commission technique qui a travaillé sous la conduite du ministre de la Justice a produit un avant-projet de constitution qui m'a été remis. Comme l'exige la constitution du 7 mai 2010, j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le texte de l'avant-projet de constitution, dont copie doit être envoyée à cet effet. Après avoir reçu l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale, j'ai saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité de la démarche aux exigences de la procédure prévue par les dispositions de la Constitution. Il était annexé à cette demande une copie de l'avant-projet de Constitution et une copie de l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale. Après examen du projet de Constitution par la Cour constitutionnelle et réception de l'avis conforme de celle-ci, j'ai décidé de rendre public le contenu du texte. Ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. J'instruis le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et tous les autres départements ministériels concernés d'organiser des explications approfondies sur les principales articulations du projet de la nouvelle Constitution. Cela doit permettre à la population de s'approprier le contenu et de se prononcer le jour venu pour ou contre en toute connaissance de cause. Je vous invite, chers compatriotes, à placer au-dessus de toute autre préoccupation et considération les intérêts supérieurs du peuple et la sauvegarde de notre nation. Je vous remercie. La pire des choses, c'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. La Guinée Ouattara, Tikenja Awadi, quand on refuse on dit non, aujourd'hui on se lève parce que Alpha devient fou, 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 fou. Il devient fou, 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 fou. Alpha Condé devient fou, 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 fou. Il devient fou, 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 fou. Alpha Condé devient fou. Il a demandé une dose et encore une autre, entouré des papatos. Ils lui disent qu'il est le plus beau.
roi, entouré d'un ami là, qui lui disent que sans lui, le pays est foutu. Non, non, avant lui, il y avait des présidents. Non, non, après lui, il y aura toujours des présidents ici. Fou, 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 il devient fou. Fou, 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 Alpha Condé devient fou. Fou, 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 il devient fou. Fou, 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 Alpha Condé devient fou. Chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, suite à la mission des émissaires de la CEDEAO et de l'Union africaine qui lui ont demandé de clarifier sa position sur la question de nouvelle constitution qui lui permettrait de contourner la limitation du nombre de mandats et de rester au pouvoir à vie. Alpha Condé a donné sa réponse hier jeudi 19 décembre 2019. Nous l'avons tous suivi ou entendu. Désormais, plus personne n'a d'argument qui pourrait justifier l'indifférence ou le silence. Désormais, ne pas choisir, c'est faire un choix. Quand une patrie est en danger, la neutralité de ses filles et de ses fils n'est pas possible. L'engagement et la participation à l'effort de guerre devenant obligatoire. Eh bien, chaque Guinéen, chaque Guinéenne, homme, femme,
jeunes, vieilles personnes, civils ou militaires, est désormais interpellé. La balle est dans le camp du FNGC et de la classe politique. Il serait maintenant convenable d'appeler le peuple à se mettre debout pour chasser le dictateur sanguinaire Alpha Condé et sa bande du pouvoir en Guinée. Car c'est la solution qui s'offre à nous pour que cette lutte reste républicaine, patriotique, nationale. Sinon, lorsque Alpha Condé tentera de mener à bout cette œuvre qu'il vient d'entamer, cet homme-là, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, a les moyens financiers et médiatiques à sa disposition pour provoquer un conflit ethnico-régional en Guinée. Si le FNDC échoue dans son combat, ce problème deviendra un conflit ethnique en Guinée. Que Dieu nous en garde. C'est pourquoi j'aimerais interpeller ici les responsables du FNDC et la classe politique dans son ensemble à prendre conscience de la mesure du danger qui guette notre pays. Car il y a bien des gens, pas une minorité. Il y a des Guinéens engagés à s'opposer à ce projet de monarchisation de notre pays par tous les moyens. Autant les Alpha Condé sont décidés à prendre notre pays en otage et à se partager ses biens, autant d'autres, et cette fois-ci pas une minorité, sont aussi décidés à les en empêcher. En effet, chers compatriotes, Alpha Condé ne nous laisse plus d'autre choix que de gagner ou de perdre contre lui et sa bande dans cette bataille. Ils ont décidé de prendre notre pays en otage et de s'approprier ses biens en éliminant tout citoyen qui contesterait leur volonté. Le moment est bien choisi. D'abord, vous constaterez qu'ils ont d'abord poussé aux enrôlements sélectifs et à dessein pour se construire d'abord un fichier électoral capable de répondre à leurs attentes. Nous sommes à une phase dans la semaine de préparation de Noël. Ainsi, ils s'attendent très bien à ce que, à l'immédiat, le FNDC et la classe politique, comme on le leur connaît en Guinée, se disent, bon, il y a des jours de fête en vue, donc, par respect pour nos compatriotes chrétiens, nous allons surseoir pour le moment à toute manifestation. Nous allons attendre que les fêtes passent. Parce que, en effet, on sait qu'aujourd'hui, le cœur de tout Guinéen est serré, lourd. Les gens sont prêts aujourd'hui et demain à faire toutes sortes de sacrifices si on leur fait appel contre ce dictateur qui veut devenir monarque dans notre pays. Mais quand l'effet du coup de choc passe, quand on aura fêté, on aura
finit par se calmer, on fait appel aux Guinéens, la mobilisation ne serait pas la même. C'est comme ça d'ailleurs que l'opposition guinéenne a toujours perdu dans le passé. Et maintenant, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il compte faire ici? Le choix qui se présente à lui maintenant, c'est de faire en sorte que lors des législatives prochaines, le bulletin pour le référendum soit pris en compte, c'est-à-dire coupler les législatives au référendum. Ainsi, ils ont créé des bases de frustration avec autant d'irrégularités qui placent l'opposition devant des choix difficiles. Si elle participe, avec ce fichier, Alpha va gagner avec le pourcentage de son propre choix. C'est lui qui choisit ici, avec la complicité de Québec, de la CENI, quel pourcentage il doit obtenir pour réussir à la fois le référendum, à faire passer son projet par référendum et à obtenir la majorité confortable qu'il souhaiterait avoir dans la prochaine Assemblée nationale. L'opposition, si elle participe avec ce fichier électoral, elle perd le référendum et les législatives. Si elle ne participe pas, elle boycotte. Les partisans du RPG, même s'ils se limitent à une seule région, ont la possibilité de remporter le référendum et même les législatives maintenant à 99,99%. Et c'est pourquoi le seul choix qui se présente à nous maintenant, c'est de le chasser du pouvoir avant toute nouvelle élection en Guinée. La solution, je le répète, c'est de chasser Alpha Condé du pouvoir avant toute nouvelle élection en Guinée. Depuis que ce monsieur est arrivé à la présidence de notre pays, il n'a jamais organisé une élection à sa date. Il n'a jamais organisé une élection correctement. Depuis que Alpha Condé est arrivé à la tête de notre pays, il n'y a jamais eu de sérieux dans aucun domaine. Ce monsieur-là, c'est un poison pour notre pays. Alors, je pense que le FNDC et la classe politique doivent se réunir, se concerter et prendre deux décisions importantes. La première, lancer un appel à toutes les forces de la nation, toutes les couches socio-professionnelles du pays, y compris l'armée et les coordinations nationales, pour leur demander de sortir comme un seul homme, réclamer le départ définitif de Alpha Condé et de sa bande du pouvoir en Guinée. Ensuite, deuxième initiative à prendre dans la concertation, élaborer un programme de gouvernement inclusif de toutes les forces politiques et sociales du pays. C'est-à-dire s'entendre dans un accord consensuel de tous ceux qui sont regroupés au sein du FNDC et de la classe politique qui lui est affiliée pour élaborer un programme politique de gouvernement d'union nationale. Après Alpha Condé, on met en place un gouvernement d'union nationale pour organiser une transition apaisée en Guinée qui va aboutir à des élections démocratiques qui, à leur tour, doivent inclure toutes les forces de la nation. C'est-à-dire, nous avons besoin, les premiers régimes qui vont se mettre en place, au moins les 5 prochaines années en Guinée, doivent être issus
de ce consensus qui regroupe toutes les forces au sein du FNDC actuel, pour associer tout le monde, afin de consolider, de réparer les déchirures du tissu social que nous avons connu avec Alpha Condé, avant que les partis politiques ne soient mis en compétition pour l'exercice exclusif du pouvoir. Nous devons d'abord nous donner la main et voir comment remettre notre pays sur les rails. Par la même occasion, le troisième point sur lequel il faut s'accorder, cette fois-ci, décider et de le signer que des sanctions seront désormais appliquées cette fois-ci à tous ceux qui se sont rendus coupables de cette haute trahison contre la République de Guinée, en aidant Alpha Condé dans ce projet machiavélique et criminel contre toute une nation. Appliquer des sanctions pour que le pays ne retombe plus dans une telle situation de retour en arrière. En effet, chers compatriotes, le peuple de Guinée a déjà gagné plusieurs fois la bataille. Mais, vu qu'il n'y a jamais eu de sanctions, on n'a jamais tiré des leçons du passé, on est toujours dans une situation de recommencement perpétuel. En 1984, l'armée a fait un putsch. Le peuple s'est rangé. Et finalement, la victoire est devenue celle du peuple. Toutes les régions se sont levées pour soutenir les jeunes militaires qui ont renversé le régime révolutionnaire, les restes plutôt du régime révolutionnaire que Sékou Touré a laissé. Nous n'avons pas tiré de leçons. Il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a pas eu de justice. On n'a pas essayé d'organiser au moins une conférence nationale de vérité et réconciliation. Au moins, pour que la Guinée puisse repartir sur de bons pieds. Conséquence, au temps de Lansana Conté, beaucoup d'anciens criminels du régime de Sékou Touré ont retrouvé de la place au sein du nouveau régime et le système s'est remis en marche. En 2007, le peuple s'est levé contre la dictature militaire et a remporté la bataille. Malheureusement, là aussi, la feuille de route n'a pas été suivie. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de sanctions pour tous les crimes qui ont été commis, alors qu'il y avait eu plus de 207 morts tués par balle avant que Lansana Conté ne capitule. Et Lansana Conté lui-même, à l'époque, avait accepté le principe qu'il y ait une commission d'enquête internationale pour identifier les criminels et les sanctionner. Conté avait accepté le principe, mais ça n'a pas été fait. En 2009, fin 2009, le CNDD a pris le pouvoir. Là aussi, la Guinée a eu l'occasion de se remettre sur les rails, de changer de système. Mais très vite, les jeunes militaires se sont entourés des anciens bourreaux, des anciens dirigeants qui sont devenus des conseillers, des hommes du président, des ministres, des gouverneurs. Ils ont repris le système qui a été encore ressuscité. Et Dadis a été induit en erreur. Il a commis le pire qui a abouti à un crime que l'armée guinéenne a commis contre son propre peuple. La communauté internationale intervient
le peuple remporte la victoire. Mais là aussi, nous avons raté l'occasion d'organiser une table ronde au moins pour clarifier les choses, identifier les coupables de crimes contre le peuple, soulager les victimes, organiser une réconciliation nationale. On a fermé les yeux, on s'est mis en route à nouveau. Alpha Condé devient président en ne reculant devant rien. Des discours haineux, diviseurs, incitation à la haine et même à la guerre civile. Le RPG a poussé et est allé jusqu'à pousser des notables de la Haute-Guinée pour déclarer publiquement que si Alpha Condé ne passait pas, la Haute-Guinée ferait sécession de la Guinée. Ils sont allés jusqu'à le dire. Ils ont organisé des pogroms contre la communauté Peul en Haute-Guinée et dans le fief du RPG en forêt. Ni pour les crimes contre l'humanité, ni pour le pogrom que le RPG a organisé contre la communauté Peul, il n'y aura de justice. Comme le dit Alpha Condé, on ne regarde pas dans le rétroviseur. La Guinée se met en marche. On se met simplement en marche à nouveau, sans tirer les leçons du passé, faire le tri, identifier les coupables et faire la justice, organiser la réconciliation nationale. Dans sa marche, Alpha Condé, qui n'a jamais été un homme sincère et de bon cœur, qui avait en tête dès le premier jour de ne plus céder le pouvoir en Guinée, il a très vite cherché à s'entourer de ceux-là même qui constituaient les systèmes du passé. Ceux-là même qui ont encouragé Lansana Conté à vouloir se maintenir à vie. Ceux qui constituaient les pivots de la dictature féroce que nous avons connue. Il s'est entouré de ces gens à la présidence dans son gouvernement. Et voilà la situation à laquelle aboutit cette gouvernance. Mes chers compatriotes, aux États-Unis, en France et dans la plupart des pays qui nous servent aujourd'hui de référence démocratique, du respect de la dignité humaine et de la constitution des lois, dans tous ces pays, quand des gens ont trahi, des gens se sont rendus coupables de haute trahison contre l'État, ils ne les ont pas pardonnés. Ils les ont systématiquement exécutés. Aux États-Unis, on les a pendus. En France, ils ont été lynchés et définitivement bannis. Ils ont été lynchés et définitivement bannis. Pétain, sa famille, tous ceux qui se sont associés à Pétain ont été définitivement lynchés et bannis en France. Vous ne verrez jamais, surtout les années qui ont suivi, personne qui était proche de ces systèmes-là ne pouvait avoir une responsabilité ici en France. Aux États-Unis, ceux qui se sont rendus coupables de haute trahison contre l'État au point que le pays est tombé dans le chaos, quand la guerre de sécession est terminée, ils ont été exécutés. Et tous ceux qui ont collaboré avec ce système-là n'ont jamais pu occuper une seule fonction politique dans le pays. Les 20 et 30 années qui ont suivi. C'est pourquoi ces pays s'en sortent. C'est pourquoi aujourd'hui dans ces pays, personne n'ose usurper le pouvoir. Personne n'ose défier le peuple. C'est parce que là-bas, ils ont pratiqué des sanctions très sévères contre les traîtres de la nation. En Guinée, cette fois-ci, nous devons être d'accord. Le FNDC doit, en collaboration avec tous les partis qui le composent, s'accorder sur un fait. Au sortir de cette crise, jamais Alpha Condé et tous ceux qui se sont associés à sa manœuvre ne doivent plus jamais occuper une parcelle de responsabilité dans notre pays.
Ils doivent être tous arrêtés, jugés et condamnés, bannis de toute nouvelle fonction sociale ou politique officielle dans notre pays. Ceux-là qui sont avec Alpha Condé, femmes ou hommes, maintenant là, ils ont le choix. On leur donne un temps, un délai limite. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qu'ils puissent se retirer. Maintenant, on leur donne un temps limite pour démissionner et rejoindre les patriotes. Ceux qui vont rester avec lui à l'expiration du délai doivent être considérés comme des traîtres à la nation et traités en conséquence lorsque le peuple aura obtenu sa victoire. Si on ne fait pas ça, croyez-moi, quel que soit celui qui viendra au pouvoir, si c'est un de nos aînés, peu importe qui, ces anciens ministres, qui ont été les pieds et les mains des dictatures passées, si une de ces personnes arrive au pouvoir, nous retomberons dans la même situation qu'avec Alpha Condé aujourd'hui. C'est pourquoi il faut sanctionner sévèrement et bannir à jamais les gens qui sont toujours prêts à vendre leur âme au diable contre le peuple et leur patrie. Avant de finir, j'aimerais souligner ici une complicité. Plutôt, j'aimerais souligner ici des cas de complicité que j'ai relevés dans le discours d'Alpha Condé. D'abord, celle de Kori Koundiano, le président de l'ancienne assemblée, de la dernière assemblée nationale. Aujourd'hui, il est, selon Alpha Condé, le président de l'Assemblée nationale qui a été consulté pour cette nouvelle constitution et qui a donné son avis favorable. Kori Koundiano plutôt, n'est plus député, à plus forte raison président de l'Assemblée nationale, dans la mesure où leur mandat a expiré et ils ne doivent aujourd'hui leur poste qu'à Alpha Condé qui les a nommés par décret. Alors, il ne peut pas nommer Kori Koundiano par décret et ensuite le consulter pour que ce dernier lui donne son avis s'il doit changer la constitution ou pas. Ainsi, M. Kori Koundiano se rend coupable, complice de haute trahison de l'État auprès de M. Alpha Condé qui vient d'opérer un coup d'État constitutionnel contre la République de Guinée. La deuxième personnalité, c'est M. Mohamed Lamine Bangoura de la Cour constitutionnelle. Alpha Condé dit qu'il a également consulté la Cour constitutionnelle qui lui a donné un avis favorable. M. Mohamed Lamine Bangoura vient de se rendre, lui et ses collègues, ils viennent de se rendre coupables de haute trahison d'État contre la République de Guinée et de complicité de trahison, de crimes contre la nation guinéenne. Ceux de ses camarades de la Cour constitutionnelle qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui n'ont pas été associés à cette consultation, doivent dès maintenant se retirer pour démontrer leur innocence. La troisième personne, ou plutôt la troisième institution, c'est la Commission électorale nationale guinéenne, à travers son président, M. Kébé. Salif Kébé vient de se rendre coupable de haute trahison contre l'État guinéen, étant le complice numéro 1 qui est l'artisan de la fraude électorale qui est en cours d'organisation à travers un fichier électoral constitué dans le seul but de satisfaire le projet d'Alpha Condé. J'aimerais ici, avant de terminer, préciser une chose. L'opposition, c'est-à-dire l'UFDG, elle a commis beaucoup d'erreurs. Hier, en écoutant une dame
responsable de la CENI, du fichier électoral. Elle a dit qu'elle n'a aucune information. C'est elle qui est responsable pourtant normalement du fichier, mais elle n'a aucune information. Elle n'a pas accès au fichier. C'est seulement Salif Kébé qui en a accès. Le vice-président de la CENI, le commissaire Banosso, issu de l'UFDG, avait déjà reconnu que tous les mots de passe, tous les accès aux dossiers importants, et même le recrutement de l'opérateur, c'est seul Kébé qui a tout fait. Kébé seul, Salif Kébé seul. Eux, les autres, ils n'ont accès à rien. Ça veut dire que la CENI n'est qu'un regroupement de personnes qui y sont pour avoir des avantages qu'on leur accorde et afin qu'ils accompagnent M. Kébé dans ses sales œuvres. Eh bien, la dame a dit une chose qui est très importante. Elle a dit oui, c'est Kébé seul qui a accès à tout, c'est lui aussi qui décide seul de la date à laquelle l'élection doit se tenir. Donc la CENI, le président de la CENI seul peut décider à quelle date l'élection doit se tenir en Guinée. C'est pourquoi il avait directement choisi la date qu'Alpha Condé lui a soufflé, c'est-à-dire le 28 décembre. Quand il a été confronté à de la forte contestation, il a changé. Ils ont choisi la date du 16 février. Mais les commissaires de la CENI, à l'époque, dans le communiqué, Kébé a publié le communiqué dans lequel il est écrit « À l'unanimité, les commissaires de la CENI ont décidé la date du 16 février. » Ça a été dit qu'ils ont pris la date à l'unanimité. Mais dans la déclaration de la femme que j'ai écoutée hier, on dit que seul Kébé décide de la date. Ça veut dire quoi? D'abord, les commissaires, ils n'ont pas été honnêtes. Hein? Pourquoi ils se sont tus? Ils ont accepté que la date du 16 soit décidée, sachant très bien, s'ils ont la moindre compétence possible, que cette date écourtait le temps prescrit par les techniciens étrangers, les experts qui ont donné des délais minimaux à respecter pour que le processus électoral soit correct. La femme a souligné ce que la femme a révélé et ce que Banosso a expliqué nous ramène à une chose. La femme dit, c'est comme ça, c'est Kébé seul qui en a accès, c'est lui seul qui décide parce que la loi, c'est ce que la loi dit. Il s'agit de quelle loi ici? Elle parle naturellement de la loi relative à la CENI, la loi qui régit la CENI actuelle. Eh bien, mes chers compatriotes, c'est bien là le problème. Cette loi actuelle qui régit la CENI, c'est le RPG et l'UFDG seuls qui se sont donné la main pour l'imposer au reste de la Guinée. Lorsque l'UFDG s'est associé au RPG pour changer la loi sur la CENI, le code électoral, toute la classe politique était contre. La société civile s'était révoltée. Des juristes, dont l'ancien ministre de la Justice, Maître Bachir Bari, a écrit et prévenu du danger que cela comporte. Cette démarche, malheureusement, l'UFDG est allé jusqu'au bout avec le RPG. Les deux se sont associés. Ils ont changé le code électoral, ils ont changé la loi sur la CENI en nous imposant un texte qui n'arrange que leurs deux parties. Une des preuves de cela, ce sont les cautions qui ont été fixées pour les candidatures aux élections. La CENI, qui est essentiellement composée du RPG et de l'UFDG, nous dit, pour les prochaines élections, pour être candidat à l'uninominal, il faut déposer une caution de 50 millions de francs guinéens. Pour être candidat, c'est-à-dire à la députation sur la liste nationale, il faut une caution de 200 millions de francs guinéens. Mes chers compatriotes, le RPG et l'UFDG, c'est eux qui prennent cette décision. Et vous savez pourquoi? 50 millions de francs guinéens
200 millions de francs. D'abord, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le député uninominal doit payer, le candidat à la députation à l'uninominal doit payer 50 millions et celui qui sera sur la liste nationale doit payer 200 millions. Je ne comprends pas. Quand ils sont élus, les deux ont le même statut. Ils sont députés, parlementaires de la République et sont des élus du peuple. Tous les deux. Ils ont le même statut, ils ont le même titre, ils ont les mêmes traitements. Comment se fait-il que l'un doit payer 50 millions et l'autre doit payer 200 millions de caution? Pourquoi? D'abord, cette différence c'est quoi? 1. 2. Vous savez, le problème c'est bien calculé. Les petits partis, ou bien les partis des leaders, au même propre, les jeunes leaders qui n'ont jamais été ministres en Guinée, qui n'ont jamais accompagné Alpha Condé, ni Lansana Conté, ni Dadis, ces jeunes leaders-là, ils ne peuvent, ils sont beaucoup plus portés, par faute de moyens, de ne constituer qu'une liste nationale. Et donc, mais comme ils peuvent constituer une liste nationale, ils ne peuvent pas avoir des candidats dans chaque préfecture, dans chaque commune urbaine, ils ne peuvent pas avoir un candidat. Ils peuvent au moins avoir une liste nationale. Mais là, on multiplie par 4 la caution à payer pour leur barrer toujours la route. Ils ne peuvent lever la tête d'aucun côté. C'est bien ça. S'il vous plaît. Mes chers compatriotes, aidez-moi à réfléchir ici. D'abord, je dis une chose. Moi, Sadio Barry, président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG. Ces cautions-là, je peux avoir la caution pour moi. Et même pour quelques éléments de notre parti. Je peux l'avoir. Mais parce que j'ai fait ma carrière à l'extérieur de la Guinée. J'ai fait ma carrière étant en Europe ici. C'est ce qui m'aidera à payer cette caution. Si je ne vivais qu'en Guinée, je n'ai vécu qu'en Guinée, quelle que soit la fonction que j'aurais occupée en Guinée, si je ne vole pas dans les caisses de l'État, je n'aurais jamais pu payer cette caution. Dites-moi, le fonctionnaire le plus payé de la Guinée, est-ce qu'il serait capable de faire une économie de 200 millions après 20 ans de service? Quel est ce Guinéen, le haut fonctionnaire guinéen, hiérarchie A, qui peut, de ce qu'il gagne honnêtement, comme traitement que l'État lui accorde, est-ce qu'il est à mesure d'avoir une économie de 200 millions après même 30 ans de service? Quand il fait 30 ans au service de la Guinée, il ne pourra pas avoir 200 millions d'économie. Et quand on dit caution, c'est l'économie que tu as. Tu ne peux pas prendre de ce dont tu dois vivre et déposer en caution. Non, c'est l'argent déposé que tu as. C'est de ça que tu peux prendre pour donner une caution. Alors ça veut dire quoi? Cette CENI-là, ce regroupement de vendus et d'inconscients, issus essentiellement de 2 partis, les partis égoïstes qui veulent se partager la Guinée, nous fixent des cautions qu'aucun responsable de la Guinée, qu'aucun Guinéen ne serait capable de payer. Ça veut dire, cette loi électorale, cette élection législative, c'est-à-dire ces élections législatives de la Guinée ne sont pas organisées pour des Guinéens. Seuls les anciens voleurs de la République, au sommet de l'UFDG et du RPG, sont capables de participer aux prochaines élections. Seuls les anciens voleurs de la République, je le répète, seuls les anciens voleurs de la République, ou bien les Guinéens qui vivent à l'extérieur, seront capables, peu d'ailleurs d'entre eux, ceux qui vivent à l'extérieur, peu d'entre eux, seront capables de payer ces cautions. Donc, seront capables de poster pour la députation dans leur pays, la Guinée. Un Guinéen normal ne peut plus être député chez lui. C'est ce que l'UFDG et le RPG nous fabriquent. Eh bien, ici, j'aimerais interpeller l'ensemble
du peuple de Guinée, surtout les jeunes et les nouvelles générations. Prenons conscience d'un fait. Cette classe politique égoïste, ce regroupement de bandits des anciens systèmes sont en train de créer des conditions de maintenir l'État guinéen et ses richesses entre leurs mains pour l'éternité. Quand eux y finiront, ce sont seulement leurs enfants, leurs héritiers qui seront capables d'être députés et donc d'appartenir à un gouvernement guinéen. Ne peut plus faire de la politique en Guinée que si ton père a été, que si toi tu as été un ancien ministre qui a volé dans les caisses de l'État, ou bien ton père a été un voleur de la République. Là, tu peux faire de la politique en Guinée. Écoutez, ces cautions sont contraires à la constitution guinéenne qui ordonne l'organisation des élections auxquelles chaque Guinéen peut prendre part. Je dis bien, la constitution guinéenne ordonne l'organisation des élections auxquelles chaque citoyen guinéen majeur peut prendre part. Peut prendre part ne signifie pas seulement être majeur, mais c'est d'en avoir les moyens. On nous choisit des cautions qu'aucun Guinéen normal ne peut payer. Vous comprenez? Eh bien, nous exigeons, nous demandons ici aux jeunes, à la population guinéenne de se mobiliser, au sortir de cette crise, qu'il y ait une transition. Nous exigeons une transition en Guinée, un gouvernement de transition qui va ouvrir tous les dossiers de l'État, les dossiers des audits réalisés dans le passé et des nouveaux audits pour identifier tous les voleurs de la République, tous ceux qui ont détourné des fonds publics en Guinée ou des biens publics en Guinée. La Constitution le dit. Et donc, on exige l'application de la Constitution. Les voleurs doivent être identifiés, condamnés et bannis de toute responsabilité politique en Guinée prochainement. Ils n'ont plus le droit de participer à aucune élection. Ils n'ont pas le droit de postuler pour une responsabilité quelconque en Guinée. C'est ce que la Constitution prévoit. Alpha n'a pas voulu l'appliquer parce qu'il voulait lui-même être un de ces voleurs-là. C'est pourquoi il n'a pas appliqué. Sinon, le préambule de notre Constitution en vigueur dit que les crimes économiques sont imprescriptibles. Alpha a réalisé des audits. Il a pris une grande part de l'argent public consacré à tout un département ministériel qui s'est occupé des audits. Les audits là ont été réalisés. Et du fait que, avec les extraits, le peu d'extraits des résultats de cet audit, nous prouve que l'audit a été correct. Car beaucoup de collaborateurs actuels de Alpha Condé sont cités dans ces audits-là comme des gens qui se sont rendus coupables de crimes économiques et de détournement de biens publics. Beaucoup de ces collaborateurs, y compris son tout dernier ministre de la Sécurité, Ibrahima, c'est Keïra, hein? Alpha Ibrahima Keïra. Beaucoup de proches d'Alpha Condé sont cités dans ces audits. Ça veut dire que les audits ont été réellement corrects. Mais alors, il a refusé d'en publier les résultats. Vous comprenez? Eh bien, tous les criminels de la République, tous les voleurs de la République doivent être identifiés et sanctionnés. Retirés définitivement de circulation et de toute possibilité de participer à un processus électoral en Guinée. C'est ce que la loi dit. On doit l'appliquer. Parce que c'est eux qui sont en train aujourd'hui de miner le terrain. C'est eux qui veulent créer des systèmes qui font que uniquement eux ou leurs progénitures peuvent désormais occuper des postes de responsabilité dans notre pays. Alors, comme je le dis, les jeunes partis, la population normale, les Guinéens honnêtes doivent, en marge de ce combat du FNDC, hausser le ton, exiger le retrait, non seulement d'ailleurs de toute cette CENI. On ne doit plus accepter qu'il y ait une CENI politique en Guinée. La CENI politique, les politiciens, quand les partis envoient leurs représentants dans la CENI,
Ils y vont au service de leur parti. C'est pour défendre les intérêts de leur parti. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple ou bien un service honnête, c'est-à-dire pour sa patrie. Ils y vont pour servir des intérêts catégoriels. C'est pourquoi la CENI actuelle, composée essentiellement de l'UFDG et de RPG, nous impose des cautions que seuls les deux partis peuvent payer. Nous devons supprimer la CENI. S'il doit encore avoir une CENI en Guinée, ça doit être une CENI technique, pas une CENI politique. Le mieux, c'est de supprimer carrément la CENI. Si c'est le ministère de l'administration qui organise avec des superviseurs de l'opposition à tous les niveaux du processus pour garantir la transparence, là, nous aurons droit à des élections équitables et l'État a obligation de fixer des cautions que quelqu'un qui a été fonctionnaire en Guinée, quelqu'un qui a été enseignant en Guinée pendant 30 ans, 40 ans et qui est à la retraite, qu'une telle personne peut payer pour participer au moins à des élections nationales dans son pays. L'État a obligation de tenir compte de cela. Nous devons inscrire ça dans notre constitution prochainement. On ne peut pas demander à des Guinéens de payer une caution que quelqu'un qui a servi la Guinée pendant 40 ans ne peut pas avoir. Je trouve cette idée d'autant plus bête de la part de l'UFDG que, en tant que parti d'opposition, elle-même, ses moyens sont limités par rapport au pouvoir. Avec ces cautions, l'UFDG peut-être peut payer pour tous ses candidats, mais elle n'aura pas suffisamment de moyens pour payer pour d'autres. De sorte que l'UFDG sera obligée même elle-même de limiter ses nombres de candidats. Seulement, et il voit ici l'intérêt dans ce sens que les autres seront exclus et donc ils seront les seuls. Une façon de se garantir une bonne place dans l'opposition. Le RPG ayant les caisses de l'État et les postes de l'État à sa disposition, naturellement, va attirer tous les leaders, les jeunes leaders et les leaders des petits partis qui veulent avoir une part de gâteau ou bien qui aimeraient aussi participer à ces élections mais qui n'en auront pas les moyens. C'est le pouvoir qui pourra attirer ces petits partis-là. Ces gens-là vont être obligés d'aller vers le pouvoir, de s'allier au parti au pouvoir contre finalement l'UFDG. C'est la mouvance présidentielle qui va être très grande ici. Ça fait honte quand une bande d'inconscients, une bande de farfelus se réunissent pour dire qu'ils sont au service de l'État, de la nation, en allant y prendre des mesures contre leurs compatriotes honnêtes, en prenant des mesures qui excluent la majorité, en prenant des mesures qui excluent les personnes intègres de la nation. Eh bien, un système de mafia pour prendre un peuple, un État en otage et se partager ses biens. Nous devons mettre fin à ce système-là. Un autre point qui pourrait avoir échappé à nos aînés de l'opposition, qui sont pour le moment les poids lourds de notre opposition, de notre classe politique, est ce que Alpha Condé a déclaré déjà à 2 reprises, notamment à Kankan, lors de son dernier séjour là-bas. Il a dit que son objectif, c'est d'empêcher, qu'il empêchera les anciens ministres, les anciens premiers ministres, qui sont actuellement des leaders de l'opposition, à accéder au pouvoir après lui. Eh bien,
Mes chers compatriotes, regardez bien ce qui se passe. Avec le fichier électoral, si nous partons aux élections législatives ou bien au référendum, Alpha obtiendra le changement de la constitution qu'il veut. Dans la nouvelle constitution, la durée du mandat est 6 ans, renouvelable, sans désormais le verrou qui empêche un président qui a déjà fait 2 mandats à se représenter. Il a 6 ans comme durée de mandat, 6 ans renouvelable. Donc, ici, les 6 ans renouvelables une fois, ça veut dire qu'il a droit à 12 ans à nouveau. Et après les 12 ans, nous avons une constitution à la russe. C'est-à-dire, il peut faire une pause de 6 ans, ou bien de juste, même si c'est une petite durée de transition, il peut se retirer, comme Poutine, choisir quelqu'un, une marionnette, ou bien n'importe quel homme de main, il met la personne devant, et ensuite il revient au pouvoir, encore pour 12 ans. C'est exactement, cette nouvelle constitution ouvre exactement cette possibilité, cette option à Alpha Condé. J'aimerais bien attirer cela à l'attention à la fois des poids lourds de l'opposition et au peuple. Bien que eux, ces poids lourds de l'opposition, toute leur œuvre aujourd'hui, c'est comment empêcher nous les autres de prendre part au processus politique et démocratique de notre pays. Toute leur œuvre, c'est ça. Ils font tout pour nous exclure, nous les autres. Mais nous, par principe, nous refusons les manœuvres de Alpha Condé qui veut les exclure pour des simples raisons politiques. Eh bien, j'aimerais très bien qu'on réfléchisse à ce point. Si l'opposition lourde, c'est-à-dire si les poids lourds de l'opposition nous amènent à l'échec face à Alpha Condé ici, c'est fini pour eux. Ils doivent le savoir. Nous allons porter des séquelles de la blessure et du chaos que nous allons subir. Mais nous allons nous relever. Nous avons l'avenir. Mais pour eux, c'est fini. Il faut qu'ils le sachent. Je vous remercie.